Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode d'Il était une suite. Un podcast qui entend revoir et interroger les suites Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Je suis Fanny Van Exard. Je suis Jeanne Modou et nous sommes deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques. Et toujours une petite pensée remerciante et gratifiante envers notre monteur, un peu moins monteur, et génie technique pour son aide, toujours précieuse. Top Mickey ? Top Mickey. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Petit rappel, vous pouvez trouver les infos et les bonus sur le compte Instagram du podcast @Il était une suite avec des points entre chaque mot _podcast. Aujourd'hui, on s'intéresse à Kuzco, l'empereur mégalo, sorti en salle en 2000, et à sa suite Kuzco 2, King Kronk, dur à dire, sorti directement en vidéo en 2006. On dira le 2, parce que sinon à chaque fois on va se baver dessus. Oui. Rien de très intéressant pour une fois, je trouve, sur les tags Disney+, qui sont ceux de récits initiatiques, comédie. Je trouve que c'est assez correct, même si le terme de récit initiatique est un peu étrange quand on parle d'un homme adulte. Ouais. Mais justement, c'est là tout le décalage. Ceux du 1, de l'Empereur Mégalo, étaient action et aventure et animation. Donc on essaye d'assumer pour le 2 peut-être un peu plus les gros sabots de la comédie. Enfin, j'ai l'impression que récit initiatique sonne moins genré que action et aventure, comme on a pu le voir déjà systématiquement targeté vers les garçons. Mais peut-être que là, c'est parce qu'il y a une dominante romantique que justement, il y a moins ce côté action et aventure. Ouais. Voilà. C'est ce que j'ai à dire de ma lecture herméneutique des tags sur Disney+. Bonne analyse. Merci. Oh yeah! C'est le souverain de la nation, c'est le super top des Apollons. Oui, c'est l'alpha et l'oméga des Akas. Enfile ton plus beau poncho en laine d'alpaga, et oui, ça schmouk. Avec ce premier segment, première rencontre, on part pour les hauteurs vertigineuses de l'Empire Inca, ou Maya, j'ai pas bien compris. On vous raconte comment Kuzco et sa suite ont débarqué dans nos vies. Est-ce qu'ils nous ont éblouis comme un temple du soleil tout d'or et de lumière, ou nous ont plutôt laissés sur notre faim en mode l'amarre à l'heure? Et bien sûr, comme toujours, on les place dans notre classement perso des films Disney et de leurs suites, qui, mine de rien, se remplit d'épisode en épisode entre Pépites d'or des Indes et Ruines sacrées. Quand tu parles de Temple du Soleil, moi, ça m'amène à Tintin et pas à Cusco. Ouais, c'est vrai. Alors, dans mon tier list des films Disney, il y a Tintin. J'avais la VHS, parce que mon papa les avait enregistrés en découpant les petits encarts dans le magazine TV pour mettre dans la jaquette de la VHS enregistrée. Voilà. C'est une pépite de vie que je viens de vous offrir, mais qui n'a rien à voir avec les suites Disney. Par rapport à Kuzco, en tout cas, je me souviens pas de Kuzco, ni le 1 ni le 2, outre mesure. Je n'avais pas la VHS à la maison, donc les occasions ne se présentaient pas si souvent que ça de regarder le 1. Et je ne suis même pas sûre que quand ces occasions se présentaient, on la saisissait avec mes frères et sœurs, parce que je crois que c'était un film trop comique, trop cartoon pour moi, parce que je commence à comprendre en fait grâce à ce podcast que tous les moments, tous les personnages un peu trop dingos, surréalistes, perchés, bah ça me plaisait pas trop. Le décalage entre le monde de l'histoire et des trucs qui ont rien à voir, j'étais pas cliente. Moi, quand j'étais gamine, je voulais de l'immersion, du réalisme. J'étais une enfant pas fun, en fait. Et de ce fait, Kuzco et tous les partis pris méta et décalés, bah, c'était pas trop mon délire. Donc le 2, bah, c'était pas la prio non plus. Je pense que je l'avais vu une fois avant la préparation de l'épisode, pendant le fameux et bien nommé marathon de ma première année d'études. Parce que j'ai eu des flashs, là, en le voyant, je me souvenais un peu de la cheftaine des Ragondins Junior, par exemple. Mais le reste, c'est un peu flou, et en même temps, ben, je comprends bien pourquoi. Tu m'étonnes. Ben moi, contrairement à Fanny, j'ai gardé un très bon souvenir de Kuzco, premier du nom. Je considérais un peu comme un film au max de l'humour quand j'avais genre 6-8 ans. Et la réplique d'Yzma, quand elle dit « Quoi ? Un lama ? Mais il devait être mort !»
C'est un peu ma rêve préférée Disney encore aujourd'hui. J'avais beaucoup ri. Et puis, j'étais un peu déçue en voyant le 2 pour la préparation de cet épisode, du rôle finalement si secondaire d'Yzma. J'aurais aimé plus de péripéties autour de ce personnage. On la voit mise en scène dans des costumes de plus en plus iconiques de grande méchante. J'ai beaucoup d'affection en fait pour ce personnage, on va en reparler. Et j'avais pas vu le 2 avant la préparation de cet épisode. En même temps, j'avais 11 ans à sa sortie. Il me semble qu'à cette époque, j'avais déjà d'autres chats à fouetter, mais peut-être que je me trompe. Et voilà, c'est tout. Hein. J'avais essayé de trouver plus de trucs à dire sur ces deux films, mais quand ça vient pas, ça vient pas. Et apparemment, c'est la même impression que Fanny. C'est pas pour rien que j'ai pas de souvenirs fous sur ce film. Après, je me dis que quand le 1 est sorti, j'étais déjà vers 11-12 ans, donc c'est déjà pas le même humour non plus que quand t'as 6-8 ans et que tu peux rigoler un peu, tu vois, te laisser happer par les gags sans queue ni tête. Ouais. Mais tu vois, tout le délire, on en reparlera quand on parlera d'Alanin, mais tout le délire du génie et tout, moi ça me crispait de ouf, je voulais vraiment qu'on reste sur la trame narrative initiale. Ah ouais. Alors que Alice, là on peut en parler maintenant parce qu'il y a pas de suite à Alice au Pays des Merveilles, mais Alice au Pays des Merveilles, ça marche dans le postulat de base. Oui, ouais. Tu vois, il y a la chute dans le terrier et tout, et du coup, ça me posait pas de problème, tout ce qui lui arrivait dans le Pays des Merveilles. Mais alors, Cusco et tout, non. Bref, quand ça vient pas, ça vient pas. C'est vraiment la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. On avance doucement, l'air de rien, comme ça, tête haute, vers notre deuxième segment. Et c'est là qu'on regrette d'avoir pris des tongs en plein Machu Picchu. Bienvenue. Dans ce segment Formule Magique, c'est le moment de faire une petite pause au milieu des vallées verdoyantes et des vents venus de la cordillère, pendant qu'on vous raconte les aventures délirantes de Cusco, ce lama royal qu'on adore détester. Sorti en 2000, Cusco, l'empereur mégalo, dont le titre original est The Emperor's New Groove, s'impose comme l'un des Disney les plus groovy cool de son époque, justement. Ce ton décontracté et méta n'est pas un hasard. La version originale insiste dès les premières minutes et son titre sur le New Groove de l'empereur qu'il ne faudrait pour rien au monde perturber. Mais rien à voir, du coup, le titre VO et VF. Non, rien à voir. Incompréhensible, le titre français. Là où la VF décide de mettre l'accent sur le fait que le personnage est insupportable. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai pas fait l'effort de regarder la VO pour voir si le perso était autant insupportable en anglais. Mystère. Mais ouais, mystère. On vous laissera faire le test chez vous. Donc ce New Groove de l'empereur que pour rien au monde on devrait perturber, ça s'illustre dès le début du film avec cette séquence très drôle, que je trouvais en tout cas très drôle, avec l'entrée dans le champ d'un tout petit papy trop choupi qu'on retrouve d'ailleurs dans le 2, Rudy de son nom, et qui vient perturber la danse groovy cool de l'empereur. Exit le papy et sa canne, ils passent ni une ni deux, tous les deux par la fenêtre du palais. Donc le ton est installé dès le début. C'est un peu hardcore en plus. Ouais. Mais ça m'avait pas choqué à l'époque, ça m'avait fait beaucoup rire, tu vois. J'étais déjà un peu dérangée, je pense, comme enfant. Le récit, en plus d'être rythmé et toujours délirant, se révèle peu à peu hautement réflexif, avec des regards caméra, des prises à partie des spectatrices, des effets comiques en caméra subjective, des easter eggs inspirés de la pop culture, etc. Et le film met très vite en place un dispositif narratif qui se moque de lui-même. Cusco, narrateur à la première personne, interrompt plusieurs fois le déroulement de l'action pour commenter en voix-over, apostropher le public et rejouer sa propre histoire sous forme de flashback avec gag méta à la chaîne. Ce jeu constant avec les spectatrices, renforcé par un montage quand même assez nerveux et très saturé de stimuli visuels, installe un rythme comique assez rare chez Disney, en tout cas rare à l'époque, que l'on trouvait déjà 3 ans plus tôt, et c'est peut-être la seule exception, dans Hercule. L'histoire, pourtant, elle reste celle d'un conte moral classique. Cusco est un jeune empereur aussi vaniteux qu'égoïste et règne sans partage depuis son palais perché au sommet d'une montagne. Le film situe son univers dans un cadre vaguement inspiré de la civilisation inca, avec des temples de pierre, des motifs solaires, des lamas et des paysages andins, mais sans jamais la nommer ni en restituer toute la richesse culturelle.
En effet, et malheureusement selon nous, Disney ne situe jamais clairement l'action de Cusco 1 ni 2, ni ne fait référence de manière explicite à la culture et à la géographie des civilisations précolombiennes. Comme dans le livre de la jungle 1 et 2, où l'Inde n'est finalement réduite qu'à un décor exotique, le Pérou Inca ou autre, on ne sait pas vraiment, reste ici seulement une toile de fond stylisée, mais jamais clairement authentifiée. Même le nom du héros Cusco illustre cette américanisation qui est d'autant plus marquée dans le second opus d'ailleurs, parce qu'on retrouve un diner américain, un camp scout, etc. On va y revenir. En fait, le Cusco dérivé de Cusco avec un C, qui était l'ancienne capitale de l'Empire Inca, ici son orthographe anglicisée avec un K contribue à effacer encore davantage les liens entre le personnage de Cusco et la réalité historique. Le décor ainsi vite planté, le récit enchaîne ensuite sur un rythme toujours effréné, trahi par son intendante Yzma, qui est autant maléfique que hideuse, on va y revenir aussi, et son acolyte Kronk, un grand bonnet à la voix de baryton et au chant désastreux, comme on nous le présente dans le 1. Cusco est accidentellement métamorphosé en lama après un coup d'état / assassinat avorté de la part d'Yzma. Sauvé malgré lui par Pacha, un paysan au grand cœur dont Cusco comptait raser le visage pour construire sa résidence d'été, rien que ça, appelée Cuscotopia, le jeune empereur apprend à devenir peu à peu un être humain et un lama meilleur. Ensemble, Cusco et Pacha donc réussiront à déjouer les manigances et la magie toute rose d'Yzma, qui sera finalement transformé en horrible créature du démon, soit un tout petit chaton tout mignon. La bande-son de ce premier opus, signée par Sting, une autre star britannique polyglotte, accentue ce côté cosmopolite du premier film, succédant à la tradition inaugurée par Phil Collins pour Tarzan. Et fait un peu méconnu que j'ai appris en préparant cet épisode, Sting aurait également influencé l'écriture de la fin du premier opus. Dans les premières versions du scénario, Cusco érigeait donc Cuscotopia, sa résidence d'été, directement dans le village de Pacha, un geste d'appropriation jugé socialement irresponsable et totalement dénué de conscience écologique par le musicien anglais. Le réalisateur Mark Dindal, fort de cette critique, aurait alors écrit le dénouement que l'on connaît aujourd'hui. Cusco renonce finalement à son projet mégalo pour construire une modeste maison à côté de celle de son nouveau BFF, en harmonie donc avec la communauté de Pacha. Tu m'étonnes. Moralement pas acceptable. Non. C'est parti pour le résumé du 2. Cusco 2, King Kronk. Kronk's New Groove en anglais. Cette suite change complètement de perspective. Ici, Kronk, l'ex-bras droit lourd et au grand cœur d'Yzma, passe au premier plan. Et si Cusco conserve quelques apparitions, surtout en voix-over et pour perturber le récit avec son énorme melon, l'histoire tourne désormais autour de Kronk et de ses aventures morales, familiales et sentimentales. Évidemment que ça va tourner autour de l'amour hétérosexuel, on connaît le refrain avec ses suites Disney. Le film conserve les aspects groovy, délurés, irrévérencieux et méta-réflexifs du premier opus, narration à la première personne, commentaires adressés directement au public, clin d'œil à la pop culture, montage saccadé, rupture de ton et humour cartoonesque. Le cadre pseudo-inca reste toujours flou, c'est un décor vaguement andin, peuplé de villages pittoresques et de palais dorés, sans jamais assumer ni référencer explicitement la culture précolombienne dont il s'inspire. L'intrigue, présentée ici comme un long flashback en épisode, s'ouvre sur Kronk en panique. Il croit avoir tout perdu. Et pour faire la fierté de son père, Papy, un homme sévère et obsédé par la réussite sociale, Kronk tente le tout pour le tout afin de lui prouver qu'il mène enfin une vie convenable. Qu'est-ce qu'une vie convenable ? C'est donc un foyer, une maison sur la colline plus précisément, une épouse et des enfants et un statut respectable. Or, notre héros n'a rien de tout cela. Finalement, spoiler alerte, grâce à ses amis du village, dont Pacha et Cusco, il comprendra que la vraie réussite n'est pas celle que son père attend, mais celle que l'on construit en communauté, dans la bienveillance et l'amitié. Passons au petit point voix de doublage de Jeanne. On ne change pas ce véritable banger qui déchaîne les foules. Wow.
Dans la version française, Cusco est doublé par Didier Gustin. Donc son nom peut-être vous dit quelque chose, hein. C'est un animateur / homme de théâtre et de télévision proche de l'entourage de Patrick Sébastien, yes. J'étais un peu étonnée d'ailleurs du manque de gags autour de la bite et de la fellation, mais bon. Plus sérieusement, je trouve que son travail d'acteur sur Cusco 1 et 2 est assez brillant. Il interprète vraiment bien le gosse de riche capricieux et un peu pleurnichard. Il est vraiment insupportable dans le 1. Et dans la VO, Yzma est doublée par Eartha Kitt, une actrice américaine et chanteuse de cabaret entre mille autres casquettes artistiques. Et c'est juste une immense bosse féministe, antiraciste, opposante à la guerre du Vietnam, défenseuse des droits LGBT, bien engagée, bien enragée comme on les aime. En 1967, elle incarnait Catwoman dans la série télévisée Batman d'ABC. Et le caractère design d'Yzma a justement ce je ne sais quoi de chat, hein, une élégance, une fierté, une férocité toute féline. Et elle finit en chat à la fin du 1, on l'a déjà dit. Donc on ne prend pas trop de risques en disant que c'était forcément une forte inspiration derrière le personnage d'Yzma. Et pour la poursuite dans le 2 aussi. Oui. Et dans la VF, Yzma est doublée par Elisabeth Wiener. On fera pas de gag. Une actrice de cinéma, de doublage et chanteuse française, principalement connue dans le doublage pour être la voix régulière de Mia Farrow, de Glenn Close ou Glenn Glose, comme dirait ma mère. Big up. De Jessica Lange, de Madonna, de Cher, donc des actrices qui incarnent souvent, régulièrement à l'écran, des femmes frivoles ou transgressives sur le plan sexuel et en marge de la société pour cette même raison. Et dans l'animation, Elisabeth Wiener, elle a aussi prêté sa voix à Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens 2 seulement. Donc c'est certainement pour son timbre de voix particulier, un peu rauque, un peu crooneuse, voix de vieille clopeuse du PMU, comme celle d'Eartha Kitt d'ailleurs, qu'on a choisi pour Yzma et Cruella, qui sont quand même deux femmes de pouvoir, mais maléfiques. Kronk est doublé par Emmanuel Curtil, on a déjà parlé de lui dans les épisodes précédents, c'est un acteur de doublage à la carrière très très prolifique, et la voix française entre autres de Jim Carrey, Mick Myers, Matthew Perry, etc. Et côté film d'animation, c'est la voix du tout choupi pétrisseur de brioche dans Cendrillon 2, de Simba adulte dans la trilogie Roi Lion, de Boc dans L'âge de glace et de Dimitri, l'amour de ma vie toujours, dans Anastasia. Donc un sacré registre de voix là aussi, mais on reste souvent quand même sur des personnages masculins avec une forte dimension comique, mais souvent comique à leurs dépens aussi, comme c'est le cas pour Kronk. Et finalement, Pacha est doublé par Jacques Frantz, la voix française de John Goodman qui prête sa voix à Pacha dans la VO, donc c'est logique. Mais c'est aussi la voix de Mel Gibson, de Robert De Niro et de Jeff Bridges, que des fortes carrures, des acteurs bien imposants, bien charismatiques, bien virils aussi, un peu comme Pacha dans le film. Et pour les enfants des années 90 et 2000, la voix de Frantz est ultra reconnaissable et imprégnée d'une immense nostalgie pour moi. On continue notre ascension avec Péripéties, le 3e segment de ce voyage critique à travers les plateaux andins et les méandres de l'intrigue. Une étape musclée, une vraie séance d'entraînement à la Birdwell, où l'on décortique ce second opus, séquence après séquence, tout en y semant entre deux troupeaux de lamas notre grain de sel féministe, queer et gender. Comme son titre le laissait penser, ce second opus se focalise sur les aventures de Kronk, que l'on retrouve long ago, deep in the jungle, again. Il est devenu chef du Mudcasse Meat Hut, le diner d'inspiration purement américaine que l'on voyait déjà dans le 1. C'est un chef un peu maladroit puisque le diner est recouvert de fromage dès les premières secondes du film. Et tout le fromage est en 3D gueux, mais littéralement, il dégouline et il est dégoûtant. Kronk aussi se retrouve couvert de fromage fondu comme une pizza humaine. Les gags dès le début. Ouais, c'est ses mots, hein. Il se définit. C'est son profil Tinder. Kronk, pizza humaine. La vie était bien belle jusqu'à aujourd'hui, nous dit-il, mais maintenant, il est fichu. Donc c'est un bel exemple de négative hook, d'accroche négative en français, et ce, bien avant
L'invention des réseaux sociaux, messieurs, dames. Ouh. Notre curiosité est ainsi donc éveillée, on veut en savoir plus, et si on était sur Instagram, clairement, on arrêterait direct de scroller. On nous met ensuite un tout beau diaporama, un slideshow des meilleurs moments de la vie de Kronk en mode résumé du 1, préfiguration des temps forts du 2. Donc, je vous le donne en 1000, quand il a sauvé l'empereur en assommant Yzma Chaton par mégarde, quand il était un chef renommé et quand il s'est fait un tas de nouveaux amis. C'est les points forts. Sans oublier la touche de gag visuel obligatoire à ce stade, en insérant une slide de lui bébé avec les fesses qui sortent de la couche, hilarant. Hilarant. Tout tristoun à se confectionner un petit doudou en fromage. Et parce que oui, il n'est pas seulement concon, c'est aussi un grand enfant sensible, on l'aura compris. Kronk soupire. Ah, si seulement je pouvais remonter le temps, revenir à l'époque où j'avançais d'un pas insouciant, le cœur léger. Et paf! Tu l'avais pas vu venir. Bah si. Là, c'est écrit un peu avec les pieds, donc on l'a vu venir. Un bon flashback des familles. Je vous parle d'un temps qui remonte à plutôt ce même jour. Trop drôle. Ah là là, ça commence. Méta et décalé cette suite. On prend les mêmes procédés comiques et on recommence. C'est la pub Mercurochrome. Les rêves que t'as, c'est trop drôle. Tu l'as aussi? Vous l'aviez eu aussi cette pub? Est-ce que quand tu l'as vue la première fois, écrivez Mercurochrome dans les commentaires si vous avez bugué la première fois que vous avez assisté à cette diffusion de la pub à l'écran. S'ensuit le carton titre haut en couleur qui mettrait plus d'un graphiste dans un état dissociatif aigu où le Kronks de Kronks New Groove apparaît de manière ludique. On vous a déjà dit que c'était une comédie parce que, c'est une comédie. Chaque lettre étant formée à partir d'un légume différent, pourquoi pas. Donc 2 grosses carottes molles pour le K. 2 champignons violacés et blancs qui forment le R. Une belle tranche de tomate juteuse pour le O. 3 asperges pour le N. On ne sait pas trop si c'est des asperges. Et le case final combine une tête d'ail et un piment rouge enroulé. On est au max de l'originalité. En sous-titre, le New Groove reprend les teintes chaudes et festives du film original. Donc l'ensemble du titre et du sous-titre sur fond sombre donne immédiatement le ton. C'est joyeux, un poil caricatural et plein de cette énergie groovy cool. On est obligé de le dire comme ça maintenant. Groovy cool. Les légumes du titre sont ensuite utilisés dans les mets que prépare Kronk en tant que chef cuisinier / livreur Uber Eats. L'odeur qui se dégage de ces mets, matérialisée sous la forme d'une traînée de fumée blanche, ensorcelle ensuite tout le village avoisinant. Les céramistes, les tisserandes, les maçons, alléchés par ce délicieux fumet, travaillent 10 fois plus vite pour fabriquer et mettre en place une belle table d'hôtes. Arrivée grandiloquente ensuite de Kronk avec sa petite toque en papier de diner américain rétro sur une musique funky. Il est au max du cool. Il sert même ses convives en faisant tourner super vite un plateau en bois sur lui-même, genre comme la roulette dans Twister. Oh, les rêves. Que des refs. La dinde, les légumes sont propulsés choup, 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 direct dans les gamelles de tout le monde. Trop pratique. Ils pourraient servir dans les cantines. Ouais. Kronk a même le droit à sa petite scène en mode Gaston dans La Belle et la Bête, où des jeunes femmes du village tombent en pâmoison devant lui parce qu'il leur présente un plateau avec du thé pendant qu'elles font la vaisselle. Bah oui, les hommes du village, les pieds sous la table, et les femmes à la poutre, normal. Toujours sur la même musique funk, on nous glisse un petit récap du 1 en mode projection de cinéma avec bonimenteur. Je suis pas d'accord, c'est pas un récap. C'est littéralement quelques plans du 1 projetés sur un écran, les uns à la suite des autres, et le bonimenteur est en réalité la chanteuse de la chanson funk qu'on nous donnait à entendre, de toute petite taille et avec de très grandes lunettes. Un peu en mode, cinéma avec orchestre. La musique qu'on pensait être extradiégétique arrive en fait intradiégétique, puisque la chanson est celle du film qui est projeté. Ouais. Mais c'est pas vraiment un film, c'est quelques séquences mises les unes à la suite des autres, bout à bout, quoi. Ouais.
Et ben, c'est un procédé narratif globalement un peu flemme, hein, on va pas se mentir, de reprendre ainsi des séquences du 1. Et c'est assez récurrent finalement, on avait déjà eu droit à ça en mode spectacle d'ombre dans le livre de la jungle 2 et en mode ombre dans le ciel dans Peter Pan 2. Donc le récap, R guillemets, nous présente Kronk vraiment comme une grosse victime. Il aurait pris un mauvais chemin quand il est tombé amoureux, R guillemets encore, d'une femme qui avait trop d'ambition. Ah, ces femmes et leur ambition. Non mais surtout, d'où il est vraiment amoureux d'Yzma, quoi. Il a jamais été question de ça dans le 1. Et puis, moi, je me suis vraiment dit à ce moment, non mais ils veulent à tout prix nous mettre de l'amour hétéro dans les suites Disney, c'est abusé quand même. Mais même dans le 2, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui a été amoureux de d'Yzma quand il la recroise. Bah non, il est dégoûté et tout, donc ouais, c'est incohérent. Incohérent. Ah bon. Incohérent sur 20. Alors, c'est peut-être une grosse victime, certes, mais c'est définitivement un mec génial. Si on en croit les paroles de cette première chanson qui s'intitule « Reste fidèle à ton groove », quelque peu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, insupportable. Insupportable et qui ne veut pas dire grand-chose en plus, hein, parce que quand ils disent « Si t'as pas de peinture à exposer au Louvre, écoute seulement ta nature, reste fidèle à ton groove ». Non mais... ça veut dire quoi, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, qui a des peintures à exposer au Louvre dans la vie ? Alors, je veux bien, ça veut dire que tout... Je comprends pas ce sens, qu'est-ce que ça veut dire ? À qui c'est censé parler, ces paroles ? C'est drôle. Kronk continue ensuite de nourrir tout le village, hein, et ensuite il donne même des cours d'écureuil aux enfants, il donne des cours d'aérobic ou de zumba, que sais-je, aux personnes âgées, il distribue des petits pains, c'est Jésus le mec quoi. Des petits pains. Chez moi, des petits pains, c'est des pains au chocolat / chocolatine. Ah. En même temps, on n'est pas une bizarrerie près. Hein. Ça marche, hein. Si Kronk distribuait des pains au chocolat à tout le monde... oui, ça passerait. Bon, en tout cas, manquerait plus qu'il marche sur l'eau. La chanson nous dit encore qu'il n'a rien à prouver, et c'est ce qu'on nous dit juste avant un arrêt sur image en mode « Ah non, 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 la cassette VHS s'est brusquement arrêtée entre 2 frames. Ah là là, méta est décalée cette suite, hein, on vous avait prévenu. » En voix-over, Kuzco interrompt pour la première fois ce récit très élogieux de Kronk. Il dit « Et là, à tous les coups, vous êtes en train de vous demander « Eh, il est où là, l'autre, l'empereur hein ?» Alors non, c'était pas forcément ce que j'étais en train de me demander. J'étais surtout en train de me demander pourquoi cette entrée en matière est si brouillonne et décousue. Et là, l'interruption, elle se fait en mode direct live de son palais, avec Kuzco toujours aussi mégalo, qui nous explique que dans cette suite, il ne sera plus question que de lui comme dans le 1, mais bien de Kronk, qui tient ici le premier rôle. Donc Kuzco assume ici un rôle fictif de réalisateur et de producteur, et nous sert une sorte de gloubi-boulga, de dédouanement scénaristique maladroit et globalement pas drôle, qui laisse un arrière-goût bizarre. Pourquoi ne pas juste assumer le parti pris énoncé dès le titre de ce second opus et juste oublier Kuzco ? Suggestion. Oublions Kuzco. Est-ce qu'ils n'auraient pas un petit peu peur, peut-être, des retombées économiques si leur tête d'affiche ne fait pas au moins une toute petite figuration dès les premières minutes de ce second opus ? Sans compter, bien sûr, tous les produits dérivés à écouler, hein, qui tournent quand même principalement autour de Kuzco. Oui, et puis là, il y a une insistance méta lourde quand Kuzco tire depuis le hors-champ à plusieurs reprises la jaquette de la VHS ou du DVD pour bien souligner qu'il est question de Kronk dans cet opus. Donc l'adresse directe aux spectateurs, spectatrices, le face cam, la mise en lumière de l'existence du produit film dans notre monde réel, le gag sur le clap de fin de séquence, alors que bon, on est dans un film d'animation, il n'y a pas besoin de clap de fin. Ça coupe trop le récit, déjà dur à mettre en place. Revenons-en à nos lamas. Les commandes baignées d'huile de friture pleuvent dans le diner de chef cuisinier / garçon livreur en chef Kronk. On entend une succession d'ingrédients peu ragoûtants être énumérés et Kronk résume « Ah, une assiette masseur, ça marche !» Oui, parce qu'on ne rate pas une occasion, chers auditeurs, chères auditrices, de souligner la présence, même dans les films d'animation à destination des enfants, des régimes, des interdits alimentaires, parce que le culte de la minceur, du corps désirable, partout, tout le temps, même dans un cartoon méta.
Pacha débarque ensuite avec toute sa petite famille dans une salle de resto déjà pleine à craquer des nouveaux amis de Kronk. On porte alors un toast à Kronk parce que c'est un mec génial, on l'a déjà dit. Pacha lève son verre et s'exclame « À Kronk, puisse ce bonheur toujours t'accompagner jusqu'à l'heure de ta mort. » Et là, éclair, lumière rouge, hurlement, musique dramatique tapeur. Kronk aperçoit alors la silhouette de la grande faucheuse dans l'entrebâillement de la porte d'entrée. La silhouette retire sa capuche et « Ha ha ha, la bonne farce !» C'était juste un porteur de l'amagramme urgent et son perroquet de compagnie. Non mais on enchaîne vraiment vanne sur vanne dans cette seconde opus, même pas le temps de reprendre mon souffle entre deux fous rires, quoi. C'est quoi l'amagramme? Est-ce que vraiment c'est nécessaire de mettre le mot lama partout? Non. Est-ce que c'est pas un peu réducteur de la culture Clairement. Je sais pas. J'en fais tomber mon micro. Drame en direct. Non. Pardon. Ah, on aura tout eu dans cet épisode. Ah là là. Cusco se retire discrètement en cuisine et là, sous le coup de la terreur, il envisage de fuir en creusant un tunnel à la cuillère et de se déguiser en bergère appelée Maria, le travestissement comme blague facile, hein, et pour échapper à ce que l'amagramme annonce. Ces deux aides morales, anges et démons, qu'on avait déjà vu dans le premier opus, mais qui là font de la figuration à outrance dans le deuxième, interviennent alors pour lui mettre la pression avec au passage une autre blague transphobe. Vraiment, c'est le pompon. On a de quoi faire un bingo là. Hein. Ouais, puis accrochez-vous, c'est pas les seuls. Non. Kronk se reprend, c'est-à-dire qu'il retourne à sa panique complète. C'est un courrier de son père. Oh mon Dieu, le drame. Rattrapé ainsi par la pression hétéropatriarcale, le pauvre Kronk, c'est vraiment la sentence qui lui tombe sur la benette. Suis impatient de rencontrer femme et enfant et voir grande maison sur la colline, cordialement, ton père, Papé. En deux mots, ce que le père attend, c'est la réussite avec un R majuscule, le parfait rêve hétéronormé. Et là, on retrouve Kronk en position fétale, qui craint déjà le regard accusateur, le naseau dilaté, le souffle court du rejet total de son père. Tu l'as bien fait. Merci. Je me suis entraînée toute la nuit. Et oui, parce que Kronk a menti, le saligo. Il s'est inventé une vie bien rangée, bien comme il faut, chacun chez soi, et les cochons seront bien gardés. Ou tout du moins, il a bien arrangé la réalité pour ne pas s'attirer encore une fois les foudres de son patriarche qui a l'air pas commode du tout. Il a l'air d'une commode, mais il a pas l'air commode. C'est clair. Encore aujourd'hui, je m'en souviens qu'il annonce donc Kronk, et paf! Premier flashback dans tes dents. Et ouais, c'est bien écrit. Alors que Kronk n'était qu'un enfant, différent, et bon à rien, selon son père, parce que juste, il aimait la cuisine et parlait aux écureuils, il avait déjà bien l'habitude de décevoir son papounet aux très très gros bras. Tout ce dont rêvait Kronk, un bravo bonhomme avec le pouce en l'air de son papa. Et il y était presque, qu'il nous dit. Il y était presque. Presque. Et blague à part, c'est assez intéressant, je trouve, comme représentation d'un petit garçon, parce que même si Kronk, adulte, semble physiquement incarner un standard bankable de l'homme, avec ce gros menton carré, les gros bras costauds, les épaules musclées, tu vois, la taille nageur un peu, la voix grave en plus, le petit Kronk est dépeint, lui, sous des traits bien plus doux, avec des yeux mignons, un peu kawaii, déjà les cheveux longs, un visage tout rond. Donc peut-être aussi qu'on peut se réjouir de voir que Disney montre sa tendresse avec les animaux et son goût pour la cuisine comme un atout et pas comme quelque chose de ridicule. Ou alors, c'est possible, c'est moi qui me trompe, parce que c'est bien montré comme quelque chose de ridicule, parce que le personnage de Kronk adulte est construit comme fondamentalement ridicule, mais ça je ne sais pas, il y a ambiguïté en tout cas sur la représentation. Il y a une ambivalence de positif-négatif, de qu'est-ce qui est quoi. Et en tout cas, Kronk, enfant, qui est tout mimi et qui pleure parce qu'il se fait confisquer ses maniques de cuisine, là, petit chouchou. Et même le fait qu'il veuille raconter sa vie, parce qu'il en a gros sur la patate,
c'est montré comme quelque chose d'immature et d'un peu ridicule, alors qu'on pourrait s'en réjouir aussi. Un homme adulte qui veut raconter sa vie. Genre, commencer une thérapie. Mhm. Bon, même si c'est avec sa collègue. Ça, c'est bof. N'imposez pas à vos collègues. Oui, s'il vous plaît. Mon cauchemar a commencé un jour comme les autres, qu'il dit d'une voix très très grave. Et paf, deuxième flashback dans tes dents. Putain, mais c'est bien écrit, j'en reviens pas. Ah oui, et puis ça fait 2 flashbacks dos à dos, quoi. Coup sur coup. En tournée de livraison, Kronk, dans ce flashback, s'arrête au foyer Flamme Vacillante, où on retrouve toutes ses petites copines et tous ses petits copains, les personnes âgées. S'ensuit un méli-mélo de gags un peu faciles et pas franchement très drôles sur les vieux, maladie de peau, dentier perdu, rotule qui lâche, jus de pruneau, etc. Ils les font toutes. Et des conversations des pensionnaires sur l'irrémédiabilité. Waouh, je l'ai réussi. Du temps qui passe. Yzma, qui les observait à l'aide d'une longue vue mécanisée, a alors une super idée. Ouh, le suspense. Tu oublies de dire que la longue vue d'Yzma est violette et possède des longs cils soyeux. Ah, le souci du détail. Il n'y a rien de plus drôle que l'anthropomorphisation des longues vues et des appareils d'observation. Moi, je trouve ça drôle. Après, Oui. on a établi que j'étais pas un enfant drôle, donc... Depuis son antre maléfique tout sombre, tout violet et rempli de chauves-souris, Yzma manigance en ricanant, telle la grande méchante qu'elle est. Elle a tout entendu que Kronk économise pour pouvoir s'acheter sa grande maison de rêve sur la colline. En suivant une pièce de monnaie baladeuse tirée par un fil qu'actionne évidemment Yzma pour l'attirer à elle, Kronk se rapproche dangereusement de son ancienne patronne, et ce malgré tous les avertissements visuels laissés sur son passage. Et c'est d'ailleurs sur ça que repose toute la dynamique comique de cette séquence. En voix-over, Kronk affirme qu'il n'a eu aucune mise en garde par rapport au fait que sa vie allait basculer, alors qu'à l'image, on voit clairement des tas de carcasses de poissons partout, une ombre de chat au mur et un énorme graffiti « Beware cat » ou « Gare au chat » en français. Bon, et le fait que Kronk soit cupide et se laisse complètement berner par une petite pièce d'or, ça le ramène du côté du féminin, non ? Ouais. On peut se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est généralement un défaut que la culture populaire attribue volontiers aux personnages féminins, la cupidité. Oui. Bon, le truc, c'est qu'effectivement, on nous rappelle à tout bout de champ que c'est bien pour obtenir l'approbation de son daron, en bon fils jamais valorisé. Alors, je sais pas, est-ce que ça le sert à le dédouaner ? Est-ce que ça sert à faire de Kronk un personnage queer ? Je le lirais un peu comme un personnage queer, quand même, ce personnage, mais... Oui, moi aussi, clairement, mais c'est toujours un peu une double lecture, comme s'ils allaient pas au bout du truc, Ouais. qu'ils assumaient pas. Dans son repère à l'effigie de son nouveau animal totem, donc le chat, Yzma apparaît dans un coin sombre de la pièce avec une énorme queue de chat violette, un bodysuit de Catwoman violet et une coiffe à oreilles de chat violette. Vous l'aurez compris donc, elle est méchante et déviante, selon la logique rétrograde de Disney. Elle dévoile brusquement ses jambes très maigres, poilues et avec des varices, en mode jumpscare, avec effet sonore qui accentue bien encore plus l'aspect soi-disant horrifique, insoutenable de cette vision. Et Kronk, hurle, c'était prévisible. Dans cette suite, en fait, le caractère design du personnage d'Yzma est bien plus cadavérique que jamais, et les énormes poches violettes qu'on lui a dessinées sous ses yeux et la largeur de sa dentition donnent vraiment une impression tête de mort. Et à cette exagération de ses traits physiques que l'on veut nous montrer comme peu attirants, s'articule une exagération de sa caractérisation en tant que séductrice, un peu paradoxalement. Elle roule des hanches, elle rend sa voix plus grave et suave quand elle s'adresse à Kronk, elle caresse longuement sa queue de chat en le fixant, elle se rapproche de lui sensuellement, le tout sur une musique d'ambiance un peu flamenco, muy bonita, aïe aïe aïe. Le tout a effectivement pour effet de dégoûter Kronk au plus haut point, ce qui n'est pas logique puisque dans le récap du 1, souvenez-vous, en tout début du film, on nous disait qu'il avait été amoureux d'elle. Et là vraiment, tous les plans ont pour but de l'enlaidir, toujours un peu plus, zoom par zoom. Chaque élément visuel a pour but de rendre Yzma comme le dernier ramassis humanoïde du monde. Pauvre Yzma. Est-ce qu'on voudrait pas juste nous faire avaler et faire avaler à des enfants, rappelons-le,
en faisant fi au passage aussi de toute logique scénaristique, comme on l'a dit, que le corps d'une femme d'un certain âge est forcément dégueulasse et non désirable. C'était Yann Moix au scénar ou quoi ? En tout cas, Kronk se voit bien vite soulagé parce que la proposition que voulait lui faire Yzma s'avère purement professionnelle. Elle se lance alors dans un monologue de vilain, du grand vilain, sur combien elle a changé et combien elle a fait tout un travail sur elle. Et elle a même un pense-bête qui dit « helping others », donc aider les autres, qui est inscrit au stylo dans sa main au moment de parler de ses aspirations de femme nouvelle. Donc on voit bien que c'est un acte, que c'est une farce qu'elle met au point parce qu'elle n'est pas capable de retenir 2 petits mots. Et en tout cas, elle propose à Kronk d'aider ses vieux croutons, ses amis et amis de la maison de retraite. Elle se reprend aussi au moment de dire crouton. C'est assez marrant. Mais du coup, on ne croit pas du tout au fait qu'elle se soit... Il n'y a bien que Kronk pour croire qu'elle ait changé. On retrouve donc notre duo comique du 1, avec l'éternel gag du levier qui actionne toujours la mauvaise trappe, avec Kronk qui se trompe tout le temps de levier. Et pour le coup, là, on nous dit qu'Yzma a réparé le bug, donc il passe sans embûche à travers la bonne trappe pour se retrouver sur une voiturette style parc d'attractions aquatique. On pourrait souligner aussi que le fait qu'elle ait réparé le bug, ça fait d'elle une mécanicienne hors pair, et que tout son labo, il y a des alambics et des trucs un peu steampunk dans tous les sens. C'est quand même un peu badass comme repère, non ? C'est digne d'un Batman et tout. Ouais, clairement. Bon, tout ça, toute cette mise en place... parc d'attractions avec la petite voiturette et tout se fait sur la musique de It's a Small Small World, histoire qu'on l'ait bien en tête. C'est le méta Disney, on le rappelle, avec une photo souvenir de Kronk et Yzma, avec Kronk qui ferme les yeux, comme il le dit si bien, à la fin du ride. On enfonce toujours plus le clou. Ouais, c'est clair. On est dans Disney, on est dans un méta Disney, on va vous vendre du Disney et même du parc d'attractions Disney. Une attraction toute violette et bien glauque, à l'effigie du chat toujours, les amène vers une énorme chute, suivie d'un super toboggan encore mieux que celui d'avant, selon Kronk le grand enfant, et suivi du fameux laboratoire secret d'Yzma. Elle s'empresse de présenter à Kronk sa toute dernière invention, un élixir de jouvence, naturel et sans colorant, pour combler les prières des résidents des flammes vacillantes, qu'elle nous dit. Et là, on la croit moyen quand même, sur ses véritables intentions en tout cas. Et l'élixir est de quelle couleur ? Il est vert fluo. Et le vert fluo et le violet, ce sont les couleurs des méchants pas beaux dans les dessins Disney. On sent venir l'arnaque. Avec notre flair là. Ouais, notre gros... Comment il disait Balou ? Renifleur. Le renifleur. Reniflard, c'est plus joli. Seulement voilà, pas folle la guêpe, le chat, pour mener à bien son plan diabolique. Yzma a besoin d'un expert en relations clientèle parce qu'elle, on l'a compris, elle n'a pas vraiment la cote au royaume. Petit indice, elle vit dans les égouts. Et ça sent pas bon quand même, toute cette histoire. On dirait un pyramide scheme. Elle finit par convaincre Kronk de soutirer de l'argent au petit vieux en sortant son meilleur argument, roulement de tambour. Avec cet argent, il pourra acheter sa grande maison de rêve sur la colline, zai 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 zai. C'est pas un argument en fait, c'est carrément du chantage affectif. Elle a entendu, Kronk ne sait pas qu'elle l'a entendu, mais elle a entendu qu'il avait envie de s'acheter une maison sur la colline pour avoir l'approbation de son papounet. Elle s'est dit, tiens, je vais lui dire qu'il faut qu'il vende cet élixir complètement pourri à ses amis. Comme ça, il pourra avoir de l'argent pour acheter sa maison sur la colline. C'est pas un argument. Ouais, c'est vrai. Du bon chantage des familles. Ils partent ensuite sur une chanson en mode voix rauque d'Yzma et réplique complètement neuneux de Kronk. Vraiment un des passages les plus chiants de tout le film selon moi. Et de nouveau, c'est peut-être que mon avis, mais les chansons sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins réussies que dans le premier opus. Et là, je vous glisse une petite reco culturelle en passant. Allez écouter la BO originale de Cusco 1 et surtout Snuff Out the Light ou Yzma Song, interprété donc par Eartha Kitt, qui a été supprimé au montage lorsque le projet a été entièrement remanié à partir du titre provisoire original du film, qui était Kingdom of the Sun. Et c'est quand même un tout autre niveau artistique
que les merdes qui nous ont foutus dans le second opus. Elle dit les termes, la dame. Kronk et Yzma se déguisent ensuite en apothicaires ambulants ou snake oil salesmen dans la culture états-unienne du 19e siècle. Kronk, le vendeur / charlatan, rencontre un succès fou et immédiat. C'est un mec génial, on vous l'a déjà dit. Vite bu, la potion fait déjà des miracles. Les petits vieux ne se sentent plus aller. Ils ont retrouvé la fougue et la souplesse d'antan. La potion coule à flot et cette victoire commerciale signe le retour officiel d'Yzma, prête à régner à nouveau sur le monde. Les yeux retrouvent donc la souplesse des cheveux. Les vieilles sentent qu'elles fondent à vue d'œil. C'est toujours 2 poids, 2 mesures. On est toujours sur une bonne division genrée des clichés à la croisée de l'agisme et de la grossophobie. Yes. Fallait s'y attendre. À peine retournée dans ses pénates, Yzma nous découvre le poteau rose, l'élixir de vie qui se vend comme des petits pains au chocolat. On retrouve les petits pains au chocolat. Et qui va bientôt rendre Kronk riche, n'est autre que du jus bien vert, bien radioactif, d'égout. Elle jubile, elle insulte tout le monde d'andouille en lâchant son meilleur rire diabolique, vraiment, c'est une méchante. Arrêt sur image commandé par Kuzco, que l'on retrouve dans son rôle de narrateur omniscient et dans son rôle fictif de producteur-réalisateur. Elle est tordue de chez tordue qu'il nous balance. Il nous explique donc ce que l'on avait déjà compris, stylo marqueur rouge à la main pour bien mettre en évidence les preuves. C'est de l'arnaque, son élixir, merci Sherlock. Bon, il s'énerve en tout cas de notre non-réaction de spectateur-spectatrice derrière notre écran qu'il tambourine au passage pour encore ajouter une couche de méta sur le méta, avec un bruit de vitre, toc toc toc. Il s'énerve, et pour nous punir d'être des gros malins qui savent tout, comme il dit, il nous impose un zoom sur les dessous de bras poilus d'Yzma. Burke, c'est des nuits de cauchemar assurées, qu'il s'exclame. Alors, oui, c'est censé être drôle. C'était sûrement le summum de l'humour loufoque et inattendu de se moquer de la pilosité féminine en 2005. Ouh là là. On nous l'avait jamais fait, hein. Jeune et jolie n'était pas passée par là. Heureusement, depuis, ça fait beaucoup moins rire, voire pas rire du tout, à moins que ce soit nous et notre fameux humour de féministe, je ne sais pas. Le récit reprend ensuite sur une livraison d'élixir à la maison de retraite. Kronk fait le plein d'économies pour sa maison sur la colline Zai 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 et il nous show-off tous les petits cochonnets remplis d'argent qu'il a en sa possession. Tout ça pour rendre Papy Ronchon fier. Et Kronk ne capte à aucun moment que ses amis, les personnes âgées, sont en train non seulement d'être escroqués, mais aussi de devenir sans-abri parce que lui-même rachète leur foyer. Zéro empathie, zéro perspicacité. Et un sifflement avec les doigts, le salaud, j'ai jamais réussi à le faire. Une énorme villa de rêve tombe d'un coup d'un seul du ciel et écrabouille l'ancienne maison de retraite. C'est vraiment 2 poids 2 mesures. Fondu au noir et tout, c'est sérieux les transitions dans cette suite. En fait, le seul moment où ils auraient pu s'amuser à faire des transitions fun, dans un film qui se veut fun, ils nous font un fondu au noir. C'est vrai. C'est pas logique. Depuis sa chambre à coucher, toute violette elle aussi, Kronk écrit à son papy pour lui dire que ça y est, il a réussi. Il est proprio d'une superbe et vaste demeure, toute violette sur la colline Zai Zai, dans laquelle il peut faire du skate même, ou du plongeon piscine même, ou du golf même, ou du petit train en mangeant des pancakes même, vous imaginez ? Et il y a une aile rien que pour Papou Chéri qui a été ajoutée, c'est ainsi qu'il conclut sa lettre de dictée à sa secrétaire, qu'il appelle par le mauvais prénom. Parce que comme c'est un tout grand gaillard qui en impose, il a plein de petites mains à son service, normal qu'il ne se souvienne pas de tous les noms, il a quand même 2 secrétaires. Et en plus, le petit train, ça fatigue, faut pas croire, donc on peut pas être à tout. Et ces femmes, elles ont toutes des prénoms qui finissent en A, c'est à s'y méprendre. C'est pas de la misogynie, c'est une forme spécifique d'amnésie qui ne concerne que les femmes, que les femmes. Mais rien du tout, Jeanne. Il y en a une qui s'appelle Tina et l'autre Marche, ça finit même pas en A. Ah merde. On recommence. Entre ensuite dans la pièce le bon Rudy, le petit vieux qui a vendu la maison de retraite, et il est cucununu le mec.
Mais pas de panique, il a juste vendu toute sa garde-robe pour un simple flacon d'élixir de plus. Toute sa garde-robe, oui, mais pas son chapeau. Cucu tout nu, chapeau pointu. Le clin d'œil juste après, c'est que Rudy le tout nu se transforme en 2-2 en Gollum. Quand Kronk sort un flacon d'élixir du tiroir et Rudy se jette dessus en mode « Mon précieux !» Oh la ref. Eux aussi, ils ont des sacrés refs. Le mini Kronk Angelo intervient alors pour dire à Kronk que l'élixir ne marche pas et qu'en fait, il a contribué à escroquer tous ses amis. Pour que Rudy le comprenne, Kronk lui impose de se regarder dans un plat miroitant. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être confronté à son âge. Pendant ce temps-là, les autres personnes âgées, sont sur le point d'élire Yzma impératrice. C'est vraiment le moment du film que j'aime le moins, en fait, tout ce flashback d'Yzma, parce qu'il est trop lourd et redite, quoi. Ouais. Kronk s'étonne. Oh, j'ignorais que c'était une fonction sélective d'être impératrice. Mais on y va, parce que les vieux élixirés sont brainwashés, complètement soumis à l'ego trip d'Yzma. C'est un culte de la personnalité puissance 10 000 avec un portrait gigantesque, un orchestre qui joue à sa gloire et tout. On n'épargne aucun détail de la campagne présidentielle. Pour réveiller les vieux de leur emprise, Kronk et Rudy font une présentation de l'âge avancé de Rudy pour bien montrer qu'il a continué à vieillir, contrairement aux promesses d'Yzma et de son élixir. Il a des rides, des oignons aux pieds, des poils aux oreilles. Vraiment, on est dans un humour dermatologique dans cette suite, c'est effrayant. Yzma, la sorcière, parce que c'est vraiment ça qu'ils se mettent tous à hurler à ce moment-là, est démasquée et s'enfuit sur une musique groovy cool, mais un peu quart d'heure cartoon, hein, on va pas se mentir. Elle est pourchassée par les vieux en skate. On l'avait pas vu venir ça par contre. Non. Et finit écrabouillée dans une charrette de pommes. Elle menace de se jeter du pont où elle est acculée. Ça non plus, je l'avais pas vu venir parce que la menace du suicide dans un film d'animation, c'est chaud patate, non ? Ouais. Et là, les yeux ont une révélation. Ils ont été en mesure physique de faire cette course-poursuite. Waouh ! Ça veut dire que quand même si l'élixir était bidon, leur superstition a suffi. Et oui, les yeux, ça s'appelle l'effet placebo, hein. Et là-dessus, Rudy enchaîne des moves de breakdance, on l'arrête plus. Tac, 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 allez Rudy, il y a 2 minutes t'étais Gollum, Rudy. Pour s'assurer qu'on ne la châtie pas, elle avale sa potion toute rose, parce qu'il leur sera impossible de lever la main sur elle ensuite. Insérer rirediabolique.mp3. Et elle se transforme alors en lapinou tout rose, tout mignon, et les yeux en deviennent complètement gaga. Oh, le petit lapinou! Alors, je vous l'avais bien dit qu'elle sort avec une voix des plus aiguës mignonnes toute choupie, et hop, elle se fait choper par un aigle qui passait par là. C'était vite expédié, hein? Mais c'est surtout, en fait, que la punition d'Yzma n'est pas le fond du problème dans cette mini-histoire. Ce flashback s'intéressait surtout aux actes et à la culpabilité de Kronk, parce que souvenons-nous, c'est lui le personnage de premier plan dans cette suite. Il les a mis à la rue et il se demande où il pourrait bien loger désormais tous ses petits amis de la maison de retraite. Pendant qu'il pense tout ça, il y a sa propre villa en arrière-plan sur laquelle on zoom, parce qu'on enfonce des portes ouvertes quand il s'agit de montrer la bêtise de Kronk. La villa est transformée en senior center où les personnes âgées pourront jouer eux aussi au petit train et manger des pancakes. Pour le bravo bonhomme de Papy, on repassera. On comprend enfin que la blague des prénoms des employés de Kronk, qui sont de facto licenciés parce qu'il n'y a plus de villa à gérer, servait à faire un jeu de mots oulala, donc c'était il y a 10 minutes dans le film, mais on comprend seulement maintenant, puisque Kronk dit en anglais dans le film « Don't cry for me, Margentina », wink wink, Madonna. Tout ça pour ça, hein. Il y a eu vraiment 2 licenciements économiques, juste pour que Marge et Tina, les secrétaires de Kronk, servent à faire une blague de pop culture, à côté de laquelle on peut tout à fait passer, quoi. Mais pop culture clairement américaine, tu vois, on passe par la culture américaine pour parler de la culture argentine, ou enfin c'est ça qui est chiant dans cette suite. Oui. C'est très décevant. Parce que une blague sur Shakira, par exemple, ça pouvait pas marcher. Tu vois, même si on réfléchit en termes de grosse pop star internationale, il y avait de quoi faire. Ouais. C'est juste qu'ils se sont dit, non, Madonna, c'est bien. Ouais. Alors, Madonna, c'est bien. Puis elle a parlé d'Argentine dans une chanson, c'est bon. Bingo. Ouais.
Transition ensuite vers un autre flashback, comme un film qui serait projeté sur un écran dans la cuisine même du resto de Kronk. Flashback d'un épisode où il encadrait les scouts du camp Chipamanga avec les Ragondins Juniors. Un autre groupe de scouts viendrait les concurrencer avec un camp tout beau tout propre. Tout propre comme un pou neuf ou tout propre comme un chou neuf. Cette petite blague, en plus, moi, elle me fait penser à Meiko dans Pocahontas parce que il est propre comme un sous-neuf, mais je pense que c'était pas volontaire de la part de Disney de faire un clin d'œil. Non, je pense pas. C'était juste une blague sur la mécompréhension des enfants de l'expression et Kronk qui s'ajoute sur cette mécompréhension. Et le camp adverse est tout discipliné, et tout ça, c'est un écureuil qui est venu le dire à Kronk pour le prévenir, que leur pole position dans le classement des Ragondins Juniors est en danger. Les épreuves aquatiques vont commencer et à l'occasion, on rappelle que la devise des Ragondins, c'est « l'essentiel, c'est de s'éclater ». Rappelez-vous bien de cette phrase. On assiste à la mise à l'eau des concurrents, dont la cheftaine est hyper pédagogue et sympa avec les enfants. Parce que du coup, on s'attendait au pire. Oui. Comme le camp était hyper rangé, tout propre, les enfants au garde à vous, on s'était dit « Oh là là, ça va être vraiment l'enfer militaire sur Terre, cette troupe de Ragondins Juniors ». Mais en fait, non, la cheftaine qu'on découvre là a l'air assez cool, assez à l'écoute des enfants. Et là, des plans alternés dans le film permettent clairement de distinguer l'élégance et la discipline des uns, cette nouvelle équipe, et le chaos joyeux des autres, donc l'équipe de Kronk. La cheftaine donne un coup de bâton involontaire à Kronk, qui passait par là sous la montagne de serviettes de bain, parce que oui, dans son équipe, il range pas les serviettes toutes pliées comme dans l'équipe de la cheftaine. Il tombe dans les pommes et il voit des petits écureuils qui lui tournent autour de la tête. Et s'ensuit sa déclaration d'amour immédiate et pour le moins étonnante. On a un montage qui isole chaque partie du corps de la cheftaine en gros plan, qui est accompagné de la voix-over objectifiante de Kronk. Il loue d'abord des genoux comme des boutons de porte en cuivre, puis les épaules musclées, les yeux comme des portes blindées de la cheftaine qui s'appelle Birdwell. Et le but est bien de se moquer de ces critères étranges de beauté, mais c'est une bonne chose en fait, que ce soit pas une déclaration d'amour. Certes, c'est objectifiant, et littéralement objectifiant, parce que tout est renvoyé à des objets. Ouais. Mais en même temps, c'est pas mal. Ah, mais tellement. C'est rafraîchissant. Puis le regard échangé ici entre Kronk et Birdwell, c'est vraiment un love at first sight, mais réciproque, et peut-être le moins hétéronormé de toute la filmo Disney. La mise en scène, en effet, adopte le point de vue à l'envers de Kronk, qui est, lui, allongé au sol. C'est vrai que c'est lui qui est renversé. Ouais. Puis c'est Birdwell qui est au-dessus de lui. Et ce regard donc de travers pourrait indiquer sa dimension queer qu'on évoquait plus tôt, puisqu'il trouble littéralement le dispositif du male gaze hétéronormatif. Kronk est d'abord présenté comme un corps passif, il est évanoui, et c'est Birdwell qui tente de le réanimer. Lorsque Kronk admire ensuite le corps de la cheftaine, il décrit une musculature d'ordinaire réservée au corps d'un homme, ce qui ne l'arrête pas pour autant d'exprimer sans détour son désir pour elle. Et en tant qu'ancienne petite fille au mollet très musclé, à qui on a dit toute mon enfance « Mais pourquoi t'as des jambes de garçon ?» Un grand merci pour cette représentation aussi rare qu'inclusive. Kronk se montre finalement incapable de performer un male gaze normé, et derrière cette caricature et l'objectivisation en apparence peu flatteuse de Birdwell, son désir queer est quant à lui bien authentique. Par contre, je vais mettre les pieds dans le plat, pardon, Jeanne au gros mollet. Ça devrait être ton handle Instagram, je veux rien savoir. Oui, c'est vrai. Que Kronk pense illico à son père, ça me bute. Parce que quand il dit « c'était le genre de femme à présenter à papy », bah non quoi, Kronk, enfin. Tu peux la trouver belle, mais sans tout de suite ramener tout à ton deuil. Ouais. C'est bon. C'est un peu dégueu. Oui, elle a des rotules boutons de porte, mais pense pas à ton père quand tu les vois. Mais de nouveau, double lecture, quoi. Il y a un truc qui peut être vu comme progressif, et puis voilà, c'est la merde. Ouais, ouais. Puis l'inceste. On découvre immédiatement que Kronk et Birdwell parlent le même langage, puisqu'il et elle se lancent dans un handshake secret ultra chorégraphié qui décoiffe. Qui s'appelle le shake des chefs de meute de niveau 7. Waouh.
Ensuite, il se lance la balle. Hein. Vous êtes extraordinaire. Non, vous êtes colossal. Tout en rougissant, c'est hyper cringe. Non, c'est mignon. Oh, ouais. Bah, c'est mignon, non? Je trouve que pour une fois, c'est pas... Enfin... Ouais, mais vous êtes colossal. Moi, ça m'a... Ouais. Et en même temps, il est colossal, tu vois, c'est un fait. Ouais. C'est vraiment un commentaire objectif sur le corps de Kronk. Bon, en tout cas, catastrophe, puisque jusqu'alors, la cheftaine n'était pas nommée. Nous, on l'a nommée, mais elle n'était pas nommée. Et là, à ce moment-là, Kronk comprend qu'elle n'est autre que Birdwell, c'est-à-dire sa rivale de camp scout. Moi, j'ai du mal à voir le problème, mais peut-être que je suis juste pas aveuglée par un sentiment de compétition débile. C'est... Donc Kronk dit c'est vous, Birdwell, mais vous êtes une fille. Oui. En fait, le problème, c'est que Kronk pensait qu'un chef de camp rival serait forcément un bonhomme comme lui. Macho-man, va. Un colossal macho-man, c'est ça qu'il est. Colossal. Les Ragondins Juniors font une bombe dans l'eau qui se transforme en tsunami, hein, comme si c'était drôle de se moquer des tsunamis, et font échouer les enfants du camp de Birdwell. Et là-dessus, ça ne manque pas. Birdwell, comme c'est une fille, elle s'avère stricte, casse-couille, rabat-joie. Et elle se réfère à un gros livre de règles, histoire de remettre à sa place Kronk et son équipe dans son désir de compétition. Mais tiens, ce serait pas le fameux syndrome Jeanne dans Peter Pan 2, avec son petit carnet? Birdwell fait ainsi disqualifier l'équipe des scouts de Kronk, donc à partir de là, on est un peu censé la détester, ou je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il y a un petit effet d'écho en montage alterné, pour qui elle se prend d'un côté, pour qui il se prend de l'autre. On est reparti sur un beau trope des familles enemies to lovers to enemies, mais on sait que ça va tourner à to lovers dans pas si longtemps. C'est juste une question de temps et de cartoon. Pour l'instant, le statut d'enemies, ça justifie la compète en mode vénère, quoi, sur une petite musique carnévalesque, c'est le quart d'heure cartoon qui commence, tout va bien. Enfin, tout va mal. Tout va mal, plutôt. Les deux équipes sont au coude à coude au fur et à mesure de toutes les épreuves qu'on nous montre. Chacun a ses points forts et ses victoires. Pas toujours honnêtes, d'ailleurs. Évidemment, ça ne manque pas. Ils sont ex-aequo et c'est l'ultime épreuve de cheerleading. Là aussi, on tire vers l'américanisation à outrance. Hein. Qui va pouvoir les départager? Exit le beau slogan « L'essentiel, c'est de s'éclater ». Là, il s'agit plutôt d'éclater l'adversaire, et les enfants l'ont bien compris, sont prêts à tricher et ou à s'épuiser sans le moindre fun. Kronk et Birdwell se transforment alors bien vite en dictateurs, au moins sur ça, ils s'entendent, comme larron en foire. Et c'est les gosses qui trinquent, hein. Bravo, l'éducation. Les ennemis sont opposés par des split screens et des répliques dites en même temps. La compète est à son comble, qu'on vous dit. Heureusement, c'est au tour de la confection des pains aux raisins réconfortants que Birdwell et Kronk se retrouvent. Des raisins sont gâchés, des œufs sont éclatés sur des faces, des regrets sont prononcés à grands coups de sanglots. Et féminin, hein, les sanglots, faut pas déconner. Un rire idiot autour de la pâtisserie les rapproche et hop, la température monte. Et hop, back to lovers, qu'est-ce que j'avais dit? Sur une petite choré passoire à facettes et tout, sans oublier la scène du spaghetti partagé de bouche à bouche façon Belle et le clochard, effet de lumière épileptisante, portée à la Titanic, vraiment tout y passe. On n'en croit pas nos mirettes, tant tout est too much et invraisemblable. Au clair de lune, le grand moment de la révélation est venu. C'est ironique bien sûr et le film en joue à balle. Au ralenti, Birdwell retire son chapeau de cheftaine. Et là où, dans un film de princesse, son chignon se serait défait au premier mouvement d'épaule, il faut mimer le mouvement d'épaule, ici, il reste impeccable, mais l'émerveillement de Kronk est total, à tel point que Kronkipou en tombe de la falaise en une chute on ne peut plus cartoonesque, avec tremblement d'écran et grimace de Birdwell à tout va. Kronk, narrateur, reprend à cet instant la voix over en s'adressant à son papounet pour lui apprendre qu'il a rencontré la femme de ses rêves. Faudrait pas qu'on perde le fil de l'intrigue quand même. Là-dessus, Kuzco interrompt pour être sûr qu'on perde pas le fil quand même, hein, ça serait dommage. Avec moult sanglots et effets de frame qui sautent, vraiment JPP de toutes ces interruptions. Quand est-ce qu'on peut avancer dans le récit là-haut?
Ouais, vraiment inutile toutes ces interruptions. Et juste pour dire, je suis toujours là, hein, vous ne m'oublierez pas, hein, promis les enfants, quand il faudra faire une crise de nerfs en caisse à Disneyland Paris, parce que vos parents ne veulent pas acheter la peluche Cusco le lama. Bref, de retour à la dernière épreuve de la compétition scoutisque. Les enfants arrivent au bout de leur vie et retrouvent leur morale grâce au pain au raisin, pétri avec un ingrédient secret, l'amour. Bon, on râle pour la forme, mais en réalité, c'est un bon exemple de duo qui a communiqué et qui a résolu ses différends de façon honnête. Et qui sont tous les deux capables de reconnaître leurs erreurs et de s'excuser comme de grands adultes qu'ils sont. Ouais. Qu'ils sont, mais c'est rare de les montrer à l'écran. Surtout pour Kronk, c'est rare de le montrer en adulte responsable. Oui. L'épreuve finale de cheerleading est maintenue et la règle, l'essentiel c'est de s'amuser, est de retour au programme puisque Kronk et Birdwell se sont rapprochés. Sauf pour Tipo, le fils de Pacha, qu'on n'a plus revu depuis belle lurette au passage, et il me manque perso, Pacha. Tipo avait prévu de tricher, et là on le voit en train de réduire du piment en poudre pour faire perdre l'équipe adverse en beauté. Ah oui, c'est une citation. Il arrive un moment où un homme doit exprimer ses sentiments. Oui, oui Disney. Pourquoi vous utilisez votre personnage le plus loufoque pour être le porte-parole des seuls messages qui vaillent ? Kronk met donc le genou par terre, et on nous fait croire à une demande en mariage précipitée, comme dans tous les films de Disney, quoi. Mais en fait, non. Il offre à Birdwell des maniques floquées B et W, comme Bird et Well, of course. Et ça, juste avant de partir en courant tellement vite qu'il laisse un nuage de poussière en forme de cœur derrière lui. Je vais crever. Tu vas crever de romantisme. Birdwell est donc sous son charme et ne quitte plus ses maniques. Elle s'en sert même pour acclamer l'équipe adverse. Comme des gros doigts de sport. Ouais. Ah oui, c'est vrai, encore une ref américaine, putain. Oui. Et en effet, le numéro de cheer de l'équipe de Kronk se passe bien, très cartoon, très survolté, jusqu'à ce que Tipo s'éclipse pour mettre son plan de triche en action. En fait, c'était de la poudre à gratter made in maison à base de piment dans le talc. L'équipe de Birdwell fait un numéro incroyable et Tipo révèle son méfait à Kronk, qui part en slow motion pour rattraper Birdwell, mais il arrive bien évidemment trop tard. Tout l'édifice acrobatique s'effondre et Birdwell finit dans la seule flaque debout de tout le pays. Dommage. Un autre dilemme assaille alors Kronk, matérialisé par son petit ange d'épaule et son petit diable d'épaule, soit laisser Tipo prendre le blâme par Birdwell, hop, Tipo derrière les barreaux, soit révéler que c'est à cause de sa propre compétitivité passée que Tipo a mis en place cette bêtise, ce qui suppose de dire adieu à sa romance avec la cheftaine. La déception du côté de la cheftaine est complète, elle part en pleurant, elle lui rend les maniques et s'énerve, fâchée comme jamais. Retour dans la cuisine d'énonciation de Kronk, qui narrait toute cette histoire à la serveuse de son diner et qui s'empresse de jeter les maniques reliques dans le four. Avoir perdu la maison de ses rêves dans le premier flashback, souvenez-vous, et la femme de ses rêves dans ce deuxième flashback qui vient seulement de se terminer, ça ferait donc de lui un double raté, aux yeux de son papa tyran, qui est d'ailleurs sur le point d'arriver au resto. Aïe 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 papy, que c'est bien écrit, dis donc. Où vais-je trouver femme, enfant, maison sur la colline, soupire Kronk pile poil au moment où Pacha arrive en cuisine en demandant à être servi. C'est parce que j'ai encore femme et enfant à ramener dans ma maison sur la colline ? Bah tiens. Ce qu'on craignait arrive, Kronk demande à Pacha de lui prêter sa maison, son épouse, ses gamins. Bon, il a dit si c'est pas trop demandé. Alors bon, ça va. Une parfaite usurpation d'identité consentie, quoi. Tout pour éviter le rejet total de son père. Et au passage, on nous réitère toute la liste des signes distinctifs de la méchanceté du papa de Kronk. Le sourcil levé. On le voit enfin après moultes effets clownesques pour créer la peur chez le spectateuriste. En fait, le papy est petit, trapu et avec des bras hyper larges et une parure militaire. Il écrabouille les doigts de Kronk, un vrai beauf qui fait un baise-main humide. On met les beaufs entre guillemets, évidemment. Qui fait un baise-main humide à Chicha, l'épouse de Pacha, et qu'il prend pour celle de Kronk. Garde à vous, et que ça saute, la jeunesse. Oui, parce que quand on rencontre sa descendance pour la première fois, tout ce qui importe, c'est de leur imposer l'ordre et la rigueur, c'est bien connu. Il est à 2 doigts, vraiment à 2 doigts, de faire le fameux pouce de la victoire à son fils, celui qui dit « bravo Kronk ».
Tu as des femmes, des enfants et une maison tout là-haut sur la colline Zai Zai. Vraiment jouer à destin pour changer de vie, quoi. Jouer à destin pour changer de vie. J'adorais ce jeu. Je l'avais pas, j'ai juste la pub qui m'a matrixé la tête. Mais t'es fan de pub en fait. Bah, quand j'étais petite, ouais. Donc Papy est à 2 doigts de faire ce fameux geste qu'on attend depuis le début du film, quand Pacha arrive, travesti, pour répondre sans doute à la demande de Kronk de lui prêter sa femme. C'est quoi, juste la 3e blague transphobe du film? Jamais 203, j'imagine, on devrait être tranquille maintenant. Pas sûr. Pacha devient alors Pachita, la maman de Chicha, au lieu d'être son mari donc, et on sent venir le bon traquenard du quiproquo hétéro. Aïe aïe aïe. Le papy va vouloir serrer la belle maman déguisée. Zai zai zai. Zai, 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 zai. Tipo et Rudy, laissez-le vivre en paix, vieillir en paix par pitié, cherchent ensuite à venir en aide eux aussi à Kronk. Le papy, pendant ce temps-là, enfonce tous les clous dont il est capable. Le papy, le père de Kronk, pas Rudy. Quand Kronk lui demande s'il est fier de lui, il lui répond que il est surtout content, c'est une citation, qu'il ait abandonné ses idées farfelues qu'il avait, comme de cuisiner ou de causer avec les bêtes. En gros, tout ce qui fait de Kronk un chic type, quoi. Toute son originalité, toute sa vraie identité, plutôt que la face hétéronormée à laquelle il essaye désespérément de se conformer, là. La femme de Pacha Chicha essaye ensuite de valoriser Kronk, de le faire passer pour un homme d'affaires quand tout le monde dans le restaurant le rappelle à son vrai talent, qui est la cuisine et la gestion de l'établissement. Le papy est évidemment de plus en plus insupportable, à râler sur les serveurs, tout en draguant lourdement Pachita, qui est donc Pacha déguisé en femme. L'équilibre de la double identité de Kronk, qui essaye tant bien que mal d'être à la fois convive auprès de son père et chef du resto, en avant et en arrière de la cuisine, donc laisse présager la catastrophe imminente à base de fromage fondu. Hein, rappelez-vous du début. Oui, je sais, pour nous aussi, c'est très très loin, le début du film. Mais la catastrophe, c'est pas encore les plats brûlés. C'est l'arrivée de Rudy qui, lui aussi, s'est travesti en Madame Kronk. Décidément, rien ne nous sera épargné. Les 2 enfants arrivent là-dessus, eux aussi, l'un sur les épaules de l'autre, dissimulés dans une robe pour, oui, vous l'avez compris, être également la charmante Madame Kronk. Ses amis personnes âgées arrivent à leur tour en couche pour jouer les charmants enfants de Kronk. Vraiment là, c'était la goutte de trop. Et enfin, Marge et Tina. Et enfin, Cusco par-dessus. Tous prétendant être Madame Kronk. Donc encore un travestissement de Cusco. Et là, Kronk s'exclame, voilà, cette fois, on est au complet. Donc retour à la case départ, c'est-à-dire à l'explosion de cheddar sur le resto. C'est l'heure de la confrontation père-fils, de l'aveu de Kronk qui assume enfin qu'il est cuistot-livreur et qu'aucune de ses femmes n'est son épouse, ni les enfants les siens, ni cette maison. Bref, l'honnêteté, enfin. Mais émouvante quand même, parce que finalement, même si on voit qu'on essaye de nous faire passer pour risible, un homme adulte qui prend son courage à 2 mains pour enfin assumer qui il est face à son père, dont il a toujours, rappelez-vous, voulu l'approbation, moi j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais, et tout le monde devrait pouvoir soit avoir la bienveillance aimante de ses parents, soit avoir la satisfaction de vivre pleinement sa vie, et dans un monde idéal, les 2 cumulés, ouais, je m'emballe. Je m'emballe. J'assume. J'en demande trop. Je crois que t'en demandes trop, là. Kronk reproche à mots couverts la sévérité de son père, que nous on avait compris, hein, son sourcil levé, son mépris méfiant, et s'éloigne en disant « Je suis un raté, je n'ai rien à moi ». Et c'est là que la petite Chaka, donc la fille de Pacha, dit que c'est faux, qu'il a tous ses amis, et Rudy vient rectifier les dires de Kronk en rappelant qu'il a eu une grande maison sur la colline Zai Zai, mais que par générosité, il l'a laissée aux retraités, et qu'il a eu une amoureuse. En fait, en gros, il explique qu'il a renoncé à tout pour favoriser ses amis et privilégier à tout prix ce grand esprit de communauté sur lequel se terminait déjà le premier opus. Kronk a un moment eureka en écoutant ses amis parler ainsi chaudement de lui, et il s'oppose à son père, et c'est qu'en réalité, il a tout, au contraire, parce qu'il a ses amis. Le revirement de situation qu'on n'attendait pas, c'est le vieux Grigou grincheux jusque-là, qui d'un coup d'un seul sourit et lui sort son meilleur pouce en l'air. Bravo, je suis fière de toi, sur musique d'apothéose. Et il dit même, je suis bougrement fière de toi.
Et le bougrement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Ouais, de vieux grigou grincheux à bougrement fier. Alors, on est pour la réconciliation des familles, mais à quel prix de la cohérence psychologique et scénaristique, hein ? Ça donnerait presque à croire que c'est facile de faire changer d'avis les vieux fachos de sa famille, ce qui est encore pire que de faire changer d'avis les vieux fachos tout court. Et que ce serait souhaitable, du coup, d'avoir leur approbation. Et là, il dit à la fin, dans mes bras, freluquet, avant un très gros câlin bien musclé entre père et fils. Et pourquoi freluquet ? Enfin, ça montre bien qu'il reste un peu sur ses a priori de vieux fachos quand même. Et l'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement pour nous, parce qu'un schéma hétéro ne peut pas se conclure sans une mise en couple. Tipo sauve finalement la mise parce qu'il est allé chercher Birdwell en secret, juste après être descendu des épaules de sa sœur et d'avoir retiré la robe de travesti. Et Birdwell change elle aussi d'avis comme de chemise, et d'ailleurs, non, elle a plus de chemise. Elle a changé sa chemise de cheftaine scout pour mettre une robe blanche et un collier de fleurs. Et vous savez ce que ça veut dire, non ? Une robe blanche et un collier de fleurs. Ça veut dire, et elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants parce qu'ils sont restés fidèles à leur groove. C'est la chanson de fin qui est très relou. Qui est la même que le début, on est d'accord ? Oui. Ouais. Ils sont pas fait chier à faire deux. Mais oui, parce qu'on est revenu au début de la maison Cheddar. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bon, ça se tient narrativement. La boucle est bouclée. Ok. Qu'est-ce qu'il prime? C'est le roi de ce monde. C'est l'heure de boucler la boucle, justement, avec notre dernier segment, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On y déplie la carte féministe, queer et gender du royaume de Cusco et on fait 3 bons pas de recul. Est-ce que la magie brille toujours à Cuscotopia ? Les méchants dans les films Disney sont souvent représentés comme une menace pour la hiérarchie de genre existant dans la société. On l'avait déjà évoqué dans l'épisode sur la petite sirène. Comme Ursula, Yzma défie certaines caractéristiques traditionnellement associées aux femmes, telles que la passivité, la beauté et le rôle nourricier. Rappelons que dans le premier opus, elle dit que c'est elle qui a élevé Cusco, ce qui ne l'empêchera nullement de la trahir et de tenter de le tuer. Et elle sera punie pour cette transgression genrée. Entre la passion pour les mères mortes et la représentation des belles-mères cruelles et vilaines chez Disney, mon cœur balance. Ouais, moi aussi. Par conséquent, il existe une corrélation implicite entre la déviance des méchantes et leur chute, ce qui montre que les femmes qui défient les attentes sociétales finissent forcément par être vaincues ou abattues. Comme les sorcières qu'elles sont finalement, l'histoire se répète dangereusement. Tandis que les méchants masculins dans les films Disney sont motivés par le pouvoir et l'ambition, qui sont valorisés, clairement, les femmes le sont plus par jalousie et par vengeance, ce qui les présente comme vindicatives. L'ambition d'Yzma est dès le début associée à des qualités traditionnellement masculines et pensée ici comme purement négative. Autorité, force de caractère, appétit démesuré pour le pouvoir, insensibilité, férocité, etc. Mais voilà, l'effet cumulatif de cette représentation des méchantes et de la représentation des princesses Disney en demoiselles en détresse véhicule une vision binaire des femmes. Elles sont soit passives, belles et obéissantes, soit jalouses, manipulatrices, vilaines et finalement condamnées en raison de leur rébellion. Bien que les nouvelles productions des films Disney commencent à remettre en question ces idées, l'impact de toutes ces représentations reste puissant, façonnant les normes et les attentes sociales. De plus, ces méchantes ont toujours une apparence physique peu attirante. Contrairement aux princesses dépeintes comme jeunes et délicates, vêtues de couleurs vives, les méchantes sont toujours représentées comme plus imposantes, portant du noir ou du violet, des couleurs sombres symbolisant à la fois leur accoquinement avec le mal, comme les sorcières, et ou leur identité queer. Leurs traits sont souvent décrits comme asymétriques, avec des caractéristiques exagérées telles qu'un menton pointu, un nez proéminent, des sourcils très épilés comme les drag queens, une poitrine plate, en 2 mots, un corps que l'on nous présente comme étrange, queer littéralement, et on l'entend ici dans la bouche de Cusco, peu attrayant, incapable de susciter le désir comme Yzma. Cela renforce l'idée erronée selon laquelle les personnes qui ne correspondent pas aux standards de beauté idéalisés sont automatiquement perçues comme bizarres, mauvaises, froides, mal intentionnées, manipulatrices, sadiques, etc. La liste est longue. Relevons aussi une tendance des films Disney à caricaturer la maigreur plus assumée de certaines méchantes pour les rendre encore plus non désirables. C'est le cas du corps squelettique de Cruella dans Les 101 Dalmatiens, de Médusa dans Les aventures de Bernard et Bianca, ou, dans notre cas, d'Yzma. Cette dernière subit un regard particulièrement discriminant dans cette suite. Sans transition aucune,
l'empereur prend soin d'arrêter l'image, tel un metteur en scène, pour nous décrire des détails qui auraient peut-être échappé au public. La caméra zoome alors rapidement sur les poils sous ses aisselles, avant que le héros réplique avec dégoût. Yzma n'a évidemment pas voix au chapitre pour résister à cette humiliation qui reste non dénoncée. Pire, elle semble participer elle-même à ce body shaming. Plutôt, elle dévoile elle-même, en effet, ses varices aux jambes, toujours à l'aide d'un zoom moralisateur. Disney a également tendance à représenter les princesses Disney comme des femmes aux cheveux longs, voire très très longs, tandis que les méchantes portent généralement les cheveux plutôt courts. Pour Yzma, on pousse à l'extrême ce stéréotype puisqu'elle n'a que quelques poils sur le caillou, ce qui enfonce encore, bien évidemment, le clou de la vieillesse forcément enlaidissante et forcément subie des femmes, yes. Dès Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, le tout premier long métrage d'animation de Disney, il est établi que les antagonistes féminines doivent tout sacrifier pour la jeunesse éternelle, la beauté, le pouvoir social et politique, comme la méchante reine jalouse de la jeune, belle et pure Blanche-Neige. Ces personnages brûlaient de désir pour la jeunesse éternelle, en contradiction avec le processus naturel de vieillissement, suggérant alors que vieillir est indésirable, voire à éviter. Et on rappelle les flasques d'élixir de jeunesse que vend Yzma dans notre suite. Ils inculquent aussi l'idée que les femmes âgées seraient, en plus d'être tristes et aigries, et seules, manipulatrices et malveillantes, ce qui contribue à entretenir leur stigmatisation. En résumé, l'âge d'Yzma et sa beauté fanée font d'elle une personnification du mal. Elle est avide de pouvoir, power hungry, comme disent les anglophones, littéralement affamée de pouvoir, et on pousse encore plus ce stéréotype en la représentant la chair sur les os. Elle fait face, et ce dès le premier opus, à un brutal déclin social, cette double perte que subissent les femmes. Et là, je cite l'ouvrage From Old Woman to Older Woman, Contemporary Culture and Women's Narratives. Ce n'est pas seulement leur utilité, mais aussi leur féminité qui sont considérées comme s'effaçant. Et pour finir, en prenant Kronk pour héros, on ne rétablit pas pour autant la balance. Bien qu'il était du côté des méchants dans le premier film, sa bonhomie un peu ridicule le fait sans problème passer du côté des gentils. Il n'est pas alourdi par les mêmes caractéristiques immuables qu'Yzma, ce qui renforce d'autant plus l'acharnement qu'elle subit au passage. Kronk est valorisé pour sa capacité sociale, tout en étant légèrement moqué, en ce qu'il ne correspondrait cependant pas tout à fait à l'idéal masculin du preux chevalier véhiculé par Disney. Le montrer dans cette suite au cœur d'un récit initiatique, puisque c'est le tag sur Disney+, c'est certes encore faire le choix d'un héros masculin, mais c'est aussi le pari d'un héros pétri d'immaturité que l'on va faire mûrir et montrer en train d'être mûri, jusqu'à s'affirmer vis-à-vis de son père, digne représentant de la tradition hétéropatriarcale. La trajectoire de Kronk est donc bien à nuancer. Il est le signe d'une évolution émotionnelle possible des personnages masculins, tout en s'inscrivant néanmoins tout de même dans un schéma hétérocentré. Il a la femme, avec qui il se marie, comme le témoignent des clichés en mode album de famille inséré dans le générique de fin. On ne doute pas qu'il aura ses enfants, par douzaines, comme il en rêvait déjà après avoir posé un premier regard queer sur Bordwell, et sa maison en haut de la colline, mais on lui souhaite de chérir aussi, et peut-être même principalement ses amis .e.s, humains et animaux compris. Merci d'avoir écouté ce 10e épisode d'Il était une suite, consacré à Kuzco et à sa suite. Si cet épisode vous a donné envie de vous déhancher au rythme d'une salsa ou d'une rumba groovy cool, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter, peut-être à nous laisser un petit message. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur le compte Instagram du podcast, @Il était une suite avec des points entre chaque mot, _podcast. On y répond toujours avec enthousiasme à vos petits mots et on y poste des extraits vidéo et des indices à propos de l'épisode suivant. On se retrouve toutes et tous pour le 11e épisode. Squeaky, squeaké, squeakera, squeaké. Allez, ciao! Ciao Squeaky. Tut tut.